Bah, merci d'être venu. Bonsoir à tous et à toutes. Donc on va commencer. Je vais d'abord commencer à présenter Serge Proust. Alors comme on se connaît depuis un certain temps, en même temps ça va être les souvenirs d'anciens combattants, etc. Mais en même temps pour montrer un peu son cheminement de chercheur, son enseignant-chercheur. Puis ensuite, comme le sujet porte sur le régime de l'intermittence du spectacle, donc effectivement c'est important de rappeler les bases pour comprendre les conflits d'intérêts, mais en même temps comme vous êtes des étudiants et étudiantes avancés, peut-être que ce sera plus ou moins rapide. Mais donc je ferai cette petite introduction et Serge complétera, et puis évidemment poser des questions si besoin est, parce que ce sont vraiment les bases. Et ensuite, donc on a décidé, en se concertant, de faire ça en deux grands moments. Un premier moment sur la méthodologie de Serge en tant que chercheur, puisqu'elle a travaillé beaucoup en suivant les assemblées générales et puis des entretiens avec les intermittents. Donc effectivement, comment garder une distance entre guillemets scientifique par rapport à un mouvement social, et puis observer effectivement aussi les rivalités de pouvoir aussi entre les différents protagonistes du mouvement social. Ça, je pense que ça peut être vraiment très très intéressant, parce que Serge a beaucoup travaillé sur ce sujet, donc à faire un travail de terrain très important. Et puis ensuite, c'est les trois moments de mobilisation, 1992, 2003, 2014, puis évidemment on peut aussi échanger sur le mouvement plus récent d'occupation des théâtres en 2021, etc. Puis évidemment, vous pouvez aussi interagir quand vous voulez, parce que là, on n'est pas très nombreux, donc, et on peut profiter de la présence de Serge Proust. Donc Serge, tu étais maître de conférence en sociologie à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, l'université de Saint-Étienne, donc habilité à diriger la recherche. Maintenant tu es émérite pour te consacrer entièrement à la recherche, et puis tu es plutôt spécialisé effectivement dans la sociologie du travail artistique. Alors à l'époque, il y a un ouvrage, quand j'étais un jeune maître de conférence, enfin jeune élu maître de conférence, je n'étais pas si jeune que ça, qui avait attiré mon attention, ainsi que celle de Pérénice Samidi par exemple. C'était la publication du livre en 2006, Le comédien désemparé, autonomie artistique et intervention politique dans le théâtre public. Je dis waouh, un sociologue qui travaille dans notre champ. Donc comme on n'est pas très nombreux, donc forcément on a pris contact. Et puis j'ai le souvenir effectivement d'avoir suivi un séminaire que tu as organisé avec Laure de Verdal, aussi une autre sociologue qui s'intéresse aussi au travail artistique et qui travaillait beaucoup sur le spectacle vivant, ensuite qui a travaillé sur le cinéma. Et donc c'était un séminaire justement qui était consacré à la question de la direction des lieux, des compagnies, donc les liens entre direction artistique, direction administrative. Voilà, donc on a suivi j'ai suivi ce séminaire qui était tout à fait intéressant. Et puis ensuite, au moment où j'ai coordonné une étude nationale sur les territoires et les ressources des compagnies en France, donc qui avait une collaboration entre une équipe francilienne et puis une équipe rhône-alpine. Et donc Serge, au niveau de Saint-Étienne, de la Loire, du département de la Loire, donc tu as collaboré, donc tu as participé avec quelques études de cas à cette étude sur les territoires et les ressources des compagnies en France. Et puis ensuite, donc tu as été habilité à diriger la recherche, tu as soutenu une habilitation à diriger la recherche en 2011, et sur la thématique lutter dans une production artistique administrée, 25 ans de lutte intermittente. Donc 10 ans plus tard, 35 ans de lutte sur les intermittents du spectacle. Donc c'est l'objet de ce livre qui a été publié aux presses universitaires de Lyon en 2024. Et parallèlement, nous nous sommes rencontrés aussi quand j'ai été muté à Lyon 2. Et notamment, j'avais vu que tu faisais mener une enquête aussi à l'ENSAT, donc une étude aussi sur les écoles supérieures artistiques, en collaboration avec d'autres collègues, ce qui a donné l'objet à une publication d'un article, notamment sur les étudiants des écoles supérieures artistiques. Voilà. Donc, voilà la présentation. Et puis, donc par rapport au régime d'intermittence du spectacle, donc je rappelle effectivement c'est un régime d'assurance chômage et non pas un statut. Alors en même temps, le fait que la très grande majorité des professionnels parle du statut, du point de vue sociologique, c'est effectivement quelque chose qui est intéressant aussi à relever par rapport à cette revendication de reconnaissance de la professionnalité.
Et c'est un régime d'assurance chômage donc spécifique, sachant qu'il y a un régime général. Dans le régime général, a priori, ce sont des contrats de longue durée, des contrats à durée indéterminée. Par conséquent, les cotisations qui sont payées par les employeurs du régime général sont excédentaires par rapport aux prestations versées aux personnes en chômage, ce qu'on appelle les aides au retour à l'emploi. Donc il y a une balance positive ou un écart positif entre les cotisations versées par les employeurs du régime général et les aides au retour à l'emploi reçues par les personnes qui dépendent de ce régime général quand ils ont ces périodes de chômage occasionnelles. Et inversement, dans des régimes spécifiques, comme celui d'intermittence, que ce soit pour les techniciens ou annexe 8 ou pour les artistes annexe 10 ou les intérimaires annexe 4. Donc, comme il y a des périodes récurrentes de périodes travaillées, de périodes de chômage, donc là c'est évident que structurellement il y a un écart négatif. C'est-à-dire que les aides de retour à l'emploi reçues par les intermittents du spectacle excèdent largement les cotisations versées par les employeurs du spectacle vivant. D'où conflit d'intérêts, puisque c'est du côté effectivement des employeurs du régime général qui sont prédominants, donc notamment le MEDEF, qu'il peut y avoir, comme ce sont des négociations qui sont menées au sein de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, potentiellement, le MEDEF, effectivement, notamment, peut contester, effectivement, le poids de ce financement de ces régimes spécifiques et donc contester le régime de solidarité interprofessionnelle, qui permet effectivement de compenser la balance négative de ces régimes spécifiques par la balance positive du régime général. Donc, parfois, il y a une remise en question qui conduit à des conflits sociaux, sachant que donc, du côté du MEDEF, il y a de façon récurrente des représentants des employeurs qui ont une vision plutôt suspicieuse vis-à-vis de ce régime, qui leur paraît trop coûteux, trop avantageux par rapport aux intermittents. Par contre, du côté des intermittents du spectacle et puis de leurs employeurs, il y a plutôt une connivence, une reconnaissance de l'intérêt de ce régime. Donc c'est vital pour les intermittents du spectacle, puisque effectivement, d'une part, d'un point de vue économique, grosso modo, pour les intermittents qui sont indemnisés, pour les artistes, les aides au retour à l'emploi sont quasiment en moyenne l'équivalent de la rémunération du travail. Donc au lieu d'avoir un revenu de 10 000 euros, ils ont un revenu de 20 000 euros, grosso modo en moyenne. Donc c'est effectivement vital pour effectivement, leur niveau de vie. Et puis en même temps, c'est un temps de travail donc, rémunéré indirectement via les aides au retour à l'emploi qui permettent effectivement de s'impliquer dans un travail de recherche, expérimentation, de se former, de chercher à élargir, fidéliser le réseau d'employeurs, etc. Parce qu'il y a évidemment un travail relationnel très important pour construire un réseau. C'est fondamental, le réseau, pour permettre de grandir dans le monde du spectacle vivant, qu'il soit subventionné ou privé. Et du côté des employeurs, du fait effectivement de cette relative sécurisation des parcours professionnels, c'était l'opportunité effectivement de développer une flexibilité à outrance, avec une réduction drastique de la durée moyenne des contrats de travail, et donc d'externaliser indirectement une partie du coût salarial sur le régime de l'assurance chômage. Et s'il n'y avait pas ce régime d'assurance chômage, forcément, cela pourrait augmenter donc la masse salariale à la charge des employeurs, ou alors il faudrait que le ministère de la Culture intervienne avec des subventions plus importantes. Voilà. Donc voilà quelques éléments. Je ne sais pas si je veux rajouter des choses en fonction de... Oui. Je vais simplement compléter, alors, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques du régime, parce que c'est un détail hyper technique, très compliqué, dans lequel moi-même il y a des moments où je me perds, dans la mesure, bon, c'est pas mon objet de recherche principal, mais il y a quand même, il faut bien, en complétant, il faut dire qu'un intermittent, c'est quelqu'un donc qui a un contrat à durée déterminée d'usage, hein,
c'est une forme de contrat, c'est une forme de CDD, mais un CDD très particulier, parce que ça lui permet d'avoir de multiples employeurs. On peut avoir de multiples employeurs, on peut même avoir de multiples contrats. D'accord ? À une certaine époque, si je me souviens, il y avait un chercheur qui avait trouvé un musicien qui faisait 1600 contrats dans l'année. C'est ce qu'on appelait un requin, un musicien de studio. Il arrivait à 9h le matin, il faisait 3 ou 4 heures en studio. Comme il était hyper bon, il arrivait, il voyait la partition, crac, crac. L'après-midi, il faisait un enregistrement de télévision. Le soir, il était dans un concert et à minuit, il allait faire un concert au jazz. D'accord ? Donc voilà. Mais évidemment, quand je dis ça, quand je dis 1600 cachets, c'est excessif. Ils étaient 2 ou 3. Hein. Donc l'important, c'est ça, c'est que ce sont des gens qui ont donc des CDD avec un grand nombre d'employeurs. D'accord ? Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est quand on parle des intermittents, en fin de compte, il y a 2 catégories. La première catégorie, c'est l'ensemble de ceux qui ont déclaré au moins un cachet. D'accord ? Et donc là, et ce nombre augmente. Là, il y en a à peu près, j'ai vu les dernières statistiques de l'UNEDIC, il y en a à peu près 220 000. Mais sur les 220 000, le quart ne déclare qu'un seul cachet. D'accord ? Donc, en général, quand on parle des intermittents du spectacle, on ne parle que de ceux qui ont droit au régime d'assurance chômage, c'est-à-dire qui font au minimum 507 heures dans l'année. C'est de ceux-là dont on parle. Et ceux-là, ils ne représentent qu'à peu près le quart de l'ensemble. Puisque, alors leur nombre augmente, mais de manière plus limitée, mais ils sont à peu près 120 000, 130 000. Bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, ça a été déjà dit, mais j'insiste lourdement, c'est que beaucoup de monde a intérêt au maintien du régime. Donc les intermittents, évidemment, en premier lieu. Enfin, en tout cas, quand je dirais intermittents, maintenant, ce sera uniquement ceux qui ont droit au régime de l'intermittence. Évidemment, ils ont intérêt au maintien du régime. Pourquoi ? Parce que l'assurance chômage, complète massivement le salaire. Et sans l'assurance chômage, leur revenu, serait très très faible. Alors là aussi, je ne rentre pas dans les détails, avec des inégalités entre d'un côté les techniciens et de l'autre les artistes. Alors, on pourrait opposer les techniciens du cinéma, par exemple, qui ont des très bons revenus, toutes choses égales par ailleurs dans ce monde-là, à des artistes, par exemple les danseurs, qui ont des revenus beaucoup plus faibles. Donc, l'idée importante, c'est que tous les intermittents ont droit, mais il y a de profondes inégalités. Par exemple, les techniciens du cinéma ont leur propre organisation syndicale et n'ont jamais participé aux mobilisations d'intermittents parce qu'ils ont des revendications très spécifiques. Notamment, ils voudraient avoir une convention collective qui leur serait spécifique. Bien, donc premier élément, les intermittents globalement ont intérêt. Deuxièmement, les employeurs évidemment ont intérêt au régime, puisque le régime, c'est ce qu'on appelle de l'externalisation du coût salarial. Puisque le coût salarial, l'essentiel du coût salarial, n'est plus assumé par les employeurs, mais est assumé par l'UNEDIC. Je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais pas tant que ça. Vous êtes une compagnie de théâtre, vous déclarez les jours de représentation, parce que là, il y a des affiches, donc c'est du public. Bon, imaginons qu'il y a 5 jours de représentation, et vous avez fait 1 mois de répétition, et les 1 mois de répétition, vous ne les avez pas déclarés puisque vous saviez, et vous saviez que les intermittents que vous embauchiez avaient droit au régime, et donc ils touchaient leur prestation chômage. Bien, donc ceci pour dire que le régime, c'est aussi l'objet de négociations permanentes entre les employeurs et les intermittents. Parce que l'employeur peut dire, moi je peux te payer tant, mais pas tant que ça. L'intermittent peut dire, oui d'accord, globalement tu me verses 1 000 €, mais je voudrais que tu le déclares en 3 cachets ou en 4 cachets. Enfin bref. Donc c'est de la négociation permanente.
Donc tous les employeurs ont intérêt au maintien du régime. Et quand j'ai dit employeurs, c'est aussi bien les compagnies indépendantes que les boîtes de prod à la télévision. Hein. À une certaine époque, les principaux, Arthur, ça doit être encore le cas, hein. Comme ils étaient soumis aux diffuseurs qui faisaient une pression sur les coûts, eh bien, les producteurs, les boîtes de prod transféraient leurs coûts en embauchant des intermittents. D'accord ? Donc, les compagnies, les boîtes de prod, les cinémas, les théâtres privés, bref, l'ensemble des secteurs, des employeurs du secteur public et du secteur privé de manière générale, ont intérêt au maintien du régime. D'accord ? Par exemple, hein, une des dernières personnes à avoir parlé pour défendre publiquement le régime de l'intermittence, c'est l'an dernier Jean-Marc Dumontet, au moment des Molières. Il est monté sur scène et il a défendu le régime en s'adressant à Rachida Dati, en lui disant il faut le maintenir. Donc vous voyez, Jean-Marc Dumontet, c'est pas un ultra-gauchiste, hein, c'est un producteur, il contrôle plusieurs théâtres privés, il produit des spectacles de variété, c'est un pote, soi-disant, de Macron, bref. Donc vous voyez, mais qui n'a pas réussi à être ministre de la Culture à son grand désespoir. Ouais. Voilà. Donc voilà. Hein. Donc, comme producteur, évidemment, l'État, les collectivités locales. Par exemple, une collectivité locale, quand elle maîtrise, quand elle dirige, quand elle possède, par exemple, un opéra, eh bien, elle emploie des intermittents du spectacle. Hein. Moi, je suis à Saint-Étienne. Il y a très longtemps, quand le maire de droite est arrivé en disant « Oh là là, le régime, c'est pas bien, on va le supprimer, je vais embaucher tout le cœur en CDI », bon, ces promesses n'ont tenu que 15 jours. Parce qu'il a bien vu que budgétairement, ça ne passait pas. D'accord ? Donc, les intermittents ont intérêt au maintien du régime, l'ensemble des employeurs. Alors, deux remarques complémentaires, c'est ce qui explique que la quasi-totalité des employeurs d'intermittents du spectacle ne sont pas membres du MEDEF. Pourquoi ? Parce que s'ils étaient membres du MEDEF, ils devraient défendre des positions qui seraient contraires à leurs intérêts. Hein ? Autre élément sur les employeurs, il faut bien voir, et j'y reviendrai peut-être, vous avez un certain nombre d'employeurs qui sont aussi des salariés des intermittents. Exemple typique, les directeurs artistiques de compagnies indépendantes, metteurs en scène, chorégraphes, même s'il y a un président d'association qui est là parce que mais c'est une illusion juridique. Il y a un président d'association parce que le directeur artistique ne peut pas être à la fois salarié et employeur. Donc, celui qui signe les contrats de travail, les documents, c'est le président de l'association. Parfois, il a fait un tampon qu'il donne au directeur artistique, mais le véritable employeur, c'est le directeur artistique. C'est-à-dire celui qui va négocier les budgets, qui définit le programme, le projet artistique, qui va négocier avec l'ADRAC, les collectivités locales, etc. C'est le directeur artistique. Or, le directeur artistique, il est aussi salarié. Donc, il a à la fois un double intérêt au maintien du régime, mais aussi, il peut être en situation, comme c'est un employeur, il peut être en situation de conflit avec les autres intermittents. Moi, j'ai assisté à des assemblées générales où il y avait apparemment que des salariés, que des intermittents, et à un moment donné, il y a eu un conflit entre des salariés, si je puis dire, et un salarié directeur artistique, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la convention collective, sur le taux de salaire, etc. etc. Donc, qui est aussi un autre facteur de division. Donc, vous voyez, quand je dis employeurs, c'est les privés, les associatifs et les publics. Je veux dire, sans l'intermittence, il n'y aurait pas de France Musique et de France Culture. Vous avez un certain nombre de gens qui interviennent. Alors même sur France Culture, je ne vous parle pas des comédiens qui font des pièces radiophoniques, hein, mais vous avez un certain nombre de personnes. Vous pouvez être attentif la prochaine fois que vous entendrez France Culture. Il y a des gens qui disent « je suis producteur ». Telle mission, il est producteur. Il ne dit pas qu'il est journaliste. Et il n'est pas producteur
parce que c'est Radio France, c'est pas lui qui produit, qui amène son argent comme Dumontet. Il dit qu'il est producteur parce qu'il est intermittent du spectacle. Parce que comme ça lui permet de rentrer dans la nomenclature de l'UNEDIC. Et il va être reconnu comme intermittent du spectacle. Ça veut dire que Radio France le paie pour un certain nombre de cachets. Après, il peut le payer relativement bien pour lui donner le temps de travailler, mais il est intermittent du spectacle, il n'est pas en CDI. Troisième acteur, donc les salariés, les employeurs très hétérogènes, et il y a un troisième groupe qui a intérêt au maintien du régime, c'est les financeurs publics, c'est le ministère de la Culture. Et il ne l'a pas en tant qu'employeur, je ne parle pas du ministère de la Culture quand il est entre guillemets employeur dans les théâtres publics, dans les théâtres nationaux, mais je parle du ministère de la Culture qui subventionne des compagnies théâtrales, au sens où les compagnies théâtrales revendiquent des subventions, mais revendiquent moins de subventions parce qu'il y a l'intermittence que s'il n'y avait pas d'intermittence. Si bien qu'il y a en 2003, il y a le ministre de la Culture de l'époque, Jean-Jacques Ayagon, qui a fait une intervention à l'Assemblée nationale pour expliquer pourquoi lui, en tant que ministre de la Culture, il avait intérêt au maintien du régime, parce que, dit simplement, il dit à l'époque, ça fait globalement le régime de l'assurance, enfin les prestations chômage, dans l'ensemble du secteur du spectacle vivant, comme on dit, correspondaient à l'ensemble des subventions versées par le ministère de la Culture, c'est-à-dire à peu près 800 millions à l'époque. Donc, vous voyez, si on supprime le régime, ça veut dire quoi? C'est que l'ensemble des structures qui bénéficient de subventions publiques, qu'est-ce qu'elles vont dire? Elles vont se tourner vers le ministère de la Culture en lui disant, dis donc, camarade, non, n'exagérons rien, mais il faudrait bien me doubler la subvention, ce qui est évidemment impossible. D'accord? Bien, donc tout le monde a intérêt au maintien du régime. Ce qui fait que même des élus de droite, alors vous pouviez avoir des partis de droite qui disaient oui, c'est un scandale, le régime de l'intermittence, puis en même temps, ils avaient des élus qui étaient maires, qui étaient présidents de conseil général, qui eux, quand il y avait les débats à l'Assemblée nationale, ils votaient le maintien du régime. D'accord? Donc vous voyez, tout le monde a intérêt au maintien du régime. Bon, alors, et on peut faire l'hypothèse que, avec ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de collectivités locales où il y a des coupes drastiques, voire même avec l'État, mais c'est un peu plus mesuré, la place stratégique du régime, la place stratégique va être encore plus stratégique. Parce que il va falloir bénéficier encore plus du régime de l'intermittence, et les enjeux pour avoir accès à des spectacles dans des lieux va être encore plus important. Donc, ce qui veut dire aussi des formes de compétition peut-être encore plus brutales entre les compagnies. Parce qu'évidemment, tout ça se fait dans un espace où c'est pas un monde de bisounours. Bon, ils peuvent être potes entre eux, ils se tutoient, ils se font des bises, mais ils sont en concurrence, tous. Ils sont en concurrence pour l'argent, et ils vont l'être de plus en plus, et ils sont en concurrence pour la reconnaissance symbolique, c'est-à-dire qui a accès à la programmation dans tel festival prestigieux, qui a accès aux articles de presse dans Le Monde, Libération, Télérama. Donc vous voyez, c'est un monde hyper concurrentiel. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Bien. Donc, voilà un peu rapidement esquissé la situation. Il faut bien comprendre, ce sont à la fois des gens qui collaborent et des gens qui sont en concurrence permanente. Qui ont des intérêts communs, tous, mais qui en même temps sont en concurrence. Par exemple, dans des espaces locaux, une ville, une région, ils sont aussi en concurrence pour avoir accès aux subventions de la DRAC. Bon, voilà, j'insiste, s'il y a besoin, je pourrais développer, mais je n'insiste pas sur cette dimension. C'est clair pour tout le monde, ça va? Ok. Alors, oui. Parce que donc, maintenant on peut passer à la méthodologie de la recherche.
Voilà. Parce que ce qui est vraiment très intéressant dans ton livre, c'est qu'on voit effectivement, tu rends compte effectivement des débats qui sont menés, et donc il y a d'une part une observation participante assez intense dans les nombreuses assemblées générales, donc c'est chronophage, etc. Et puis aussi des entretiens, donc comment tu croises les observations participantes lors des assemblées générales, est-ce que tu tiens un journal de bord, etc. Et comment tu les croises avec les entretiens menés aussi avec les différents protagonistes qui participent à ces assemblées générales, où effectivement il y a aussi, du fait aussi sans doute de cette intensité de la concurrence liée à des inégalités de valorisation du travail artistique sur le niveau de réputation. Donc même au sein des intermittents, on ne partage pas forcément les mêmes visions, enfin, d'une part ce plan politique, mais aussi par rapport aussi aux intérêts. Et donc ce que je trouvais intéressant, c'est aussi la montée en puissance des coordinations locales. Alors qu'il y avait donc la Fédération nationale du spectacle et de l'action culturelle affiliée à CGT qui était prédominante à un moment donné, dans les années 90. À partir de 2003 notamment, ce sont les coordinations locales qui deviennent plus dominantes. Mais évidemment, ces coordinations locales ont commencé à exister dès les années 80. Il y avait aussi des conflits avant le premier conflit majeur de 91-92. Et puis, ce que tu indiques très clairement dans le livre, c'est que finalement, les leaders d'opinion, ce sont les comédiens du théâtre subventionné qui ont effectivement les compétences pour effectivement s'adresser à l'auditoire. Et puis, effectivement, l'influence dépend de l'autorité charismatique. A priori, c'est plutôt les comédiens qui ont plus de possibilités que les danseurs ou les musiciens, par exemple. Voilà. Et puis... voilà. Donc, est-ce que tu peux donc développer un peu ces différents points ? Pour revenir sur les questions de méthode, je vais revenir sur un aspect matériel, pas bassement matériel, mais qui renvoie à mes conditions, dans les conditions dans lesquelles j'ai pu faire mon travail de recherche. Bon, qui renvoie à mon propre parcours, qui est un parcours un peu atypique et un peu chaotique. Donc, pour parler comme l'autre. J'étais, bon maintenant j'en suis un petit peu sorti, mais pas tant, mais à l'époque j'étais un outsider, c'est-à-dire que moi j'ai commencé très tard, j'ai commencé Instit, après j'ai travaillé un peu au ministère de la Culture, et après j'ai fait prof en lycée, et après j'ai passé ma thèse très tardivement. Bon, donc ce qui fait des conditions de recherche un peu particulières, d'accord ? À plusieurs titres. Ça veut dire que une part de ma recherche s'est faite sur le temps libre, en vacances, le week-end. C'est une des raisons pour lesquelles le Festival d'Avignon a été un des objets de recherche les plus importants. Bon, comme j'ai un certain âge, moi je vais au Festival d'Avignon depuis plus de 50 ans, donc je connais un peu. D'ailleurs, parfois même il me lasse si j'y vais plus depuis 2 ou 3 ans. Mais bon, donc si vous voulez, les conditions matérielles de recherche c'est un facteur important. Hein. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, eh bien, j'ai fait avec en quelque sorte, hein, les week-ends, les vacances, les machins, les trucs. Bon, après il y a des moments où je ne le faisais pas parce que j'ai une vie de famille. Après, quand j'ai intégré l'enseignement supérieur, quand je suis devenu maître de conf, tardivement, eh bien, j'ai continué mon travail de recherche sans passer par des programmes pour demander des budgets, des subventions, parce que ça me gonflait un peu, parce que ça ne correspondait pas, bref. Et puis parce que j'étais dans une université dont ce n'était pas la priorité. Donc j'ai fait ça un peu de manière pas artisanale, mais vous voyez, un peu à la marge. Hein ? Bien. Donc ça veut dire que, par exemple, pour faire des entretiens, j'étais pris dans des contraintes. Par exemple, quand j'avais des cours à la fac ou, je sais pas, il fallait que je partais en vacances familiales, il y a des choses que je faisais pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on travaille dans des mondes qui sont des mondes fluides, flexibles, précaires. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez dire avec telle ou telle personne, on va faire un entretien, puis cette personne va dire, non, je peux pas... je sais pas, je dois faire un atelier, j'ai une tournée, bon. Donc là aussi, hein. Donc ça veut dire, par exemple, que, compte tenu, ça veut dire que moi j'ai travaillé sur différents espaces locaux,
travaille un peu sur Bordeaux, un peu sur Rouen, un tout petit peu sur Limoges et beaucoup sur Lyon-Saint-Étienne, en partie en fonction de mon parcours professionnel. D'accord ? Bien. C'est aussi pour cette raison que le Festival d'Avignon a constitué un point fixe, mais j'expliquerai plus tard aussi pourquoi, méthodologiquement et même d'un point de vue de recherche, j'ai pris le Festival d'Avignon comme objet important. Donc vous voyez, c'est un monde, c'est compliqué de faire des entretiens, de faire des observations, parce que par exemple, pour faire des observations, faire des observations dans des manifs, dans des assemblées générales, il faut le savoir. Donc ça veut dire qu'il faut être dans les réseaux, ça veut dire qu'il faut être inscrit dans les listes de diffusion. Donc si on ne m'inscrit pas, j'y suis pas. Si on me dit oui, on va t'inscrire, et puis qu'on ne le fait pas, je ne suis pas au courant. Donc vous voyez, il y a des conditions concrètes comme ça, qui pèsent sur les possibilités de recherche. Et donc, évidemment, comme ce sont des espaces qui réseautent beaucoup, eh bien, il faut être dans les réseaux. Bon. Et il faut développer des liens amicaux avec des personnes. Ces personnes qui vont vous tenir au courant, qui vont vous dire, il y a ça qui se passe. Bon. Donc, il faut être à la fois ami, et puis, en même temps, dans ce travail, il faut avoir une certaine distance. Enfin, quand je dis ami, il faut avoir au départ, il faut avoir des relations cordiales, amicales, mais pas amies, au sens où vous allez tout lui dire, tout lui confier sur les tenants et les aboutissants de votre vie. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça se pose. Mais vous voyez, il y a un problème. Enfin, il y a une tension entre être proche, faire que les gens vont penser à vous, alors que ça ne fait pas partir de leurs préoccupations. Quelqu'un qui est directeur de compagnie, responsable d'une coordination locale, ce que votre travail de recherche, c'est pas son problème. Bien, donc il y a ça. Vous voyez, il faut pouvoir accrocher avec des gens, et puis que pour différentes raisons. Après, quand il y a des mobilisations, il faut que les gens acceptent, que les militants acceptent que vous participiez à leur mobilisation. Alors, les mobilisations d'intermittents, elles acceptent tout le monde, même si vous n'êtes pas du tout intermittent. D'ailleurs, les mobilisations d'intermittents, en tout cas les coordinations, théorisent le fait, puisque ça s'appelait les coordinations des intermittents et précaires. Bon, à un moment donné, ça s'est appelé coordination nationale des intermittents, précaires, privés d'emploi, etc., etc. Donc évidemment, là, vous voyez, on n'est pas comme dans certaines mobilisations où, je sais pas, pour rentrer à l'Assemblée générale, il faut montrer sa carte professionnelle. Voilà, tout le monde. Sauf parfois. Par exemple, il y a eu des assemblées générales des techniciens du IN Avignon, où moi, je n'ai pas pu entrer. Enfin, certaines, j'ai pu entrer. Mais d'autres, je n'ai pas pu entrer parce que je n'avais pas la carte d'invité ou de permanent du Festival d'Avignon. Et comme ils devaient faire une assemblée générale où ils allaient voter la grève, et puis comme ils se méfiaient un peu, ils étaient un peu paranoïaques, les techniciens du IN, eh bien, ils ont refusé. Mais moi, cette année-là, j'ai vu qu'ils ont refusé le président du Syndéac, puisque lui, il n'était pas dans le personnel du Festival d'Avignon, il n'avait pas de spectacle, etc. Donc, ils avaient une position de principe. En revanche, en 2014, eh bien, j'ai pu participer, j'ai pu assister à plusieurs assemblées générales. J'ai pu même assister à des réunions de coordination nationale. Bon. Alors, en général, quand les gens acceptent, il faut que vous montriez patte blanche. Ah oui, qui vous êtes,
Et là aussi, ils sont un peu paranoïaques. C'est-à-dire, est-ce que c'est les renseignements généraux? Est-ce que c'est les flics? Est-ce que c'est le délégué du préfet? Bon, donc il faut que vous expliquiez un peu. Mais non, je suis universitaire, je travaille. D'ailleurs, j'ai produit des articles et je peux vous les envoyer. Bon. Donc voilà. Hein. Mais par exemple, moi j'ai assisté aussi à des assemblées générales Avignon 2014, où moi ils m'ont accepté, mais ils ont refusé les responsables du syndicat CGT. Donc vous voyez, hein, parce que ça dépend de qui organise, dans quelle logique ils sont, quelle est la conjoncture, est-ce qu'ils ont peur que des gens fassent pression, hein. Donc il y a toujours cet aspect-là. Hein. Et puis, pour dire les choses rapidement, dans les mondes de l'art, on se méfie des sociologues. Je vois même qu'on déteste les sociologues. Hein. Pour différentes raisons, mais donc il y a une méfiance, si vous voulez, que j'ai repérée depuis très longtemps. Je ne suis pas le seul. Hein. Mais donc voilà, tout se cumule pour faire que voilà, il y a ces difficultés. Hein. À la fois pour faire un travail d'observation, mais à la fois pour faire un travail d'entretien. Alors le travail d'entretien, après il y a un autre aspect. Ah non, moi je veux pas faire l'entretien, moi j'ai rien à dire. Allez voir lui là. Lui c'est le chef, c'est le responsable. Hein. Lui il le sait, il sait parler. Alors en général c'est plutôt les femmes hein, qui vont dire ça et qui vont dire oui, allez voir lui ou elle quand c'est une responsable. Hein. Mais les militants de base en quelque sorte, ils auront tendance à déléguer, à reproduire les phénomènes de délégation. D'accord ? Et alors là c'est un travail. Dire mais non justement, parce qu'évidemment plus vous allez avoir affaire à des responsables qui sont hauts dans la hiérarchie, plus vous allez avoir affaire à ce qu'on appelle le discours d'institution. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, si vous rencontrez le secrétaire général du syndicat CGT, le syndicat français des artistes et interprètes, bon, c'est un vieux de la vieille, ça fait 30 ans qu'il est là, bon, il a fait de la politique, il connaît les journalistes, il rencontre régulièrement les gens du ministère, bon voilà, hein, il maîtrise le discours. Bon. Et pour le faire sortir du discours, c'est très compliqué. Hein, c'est très très compliqué. D'accord ? Parfois il va le sortir. Je ne sais pas, par exemple, s'il est en conflit avec d'autres, il peut y avoir des moments où ça va sortir. Hein, mais on est davantage dans des paroles de contrôle, qui sont contrôlées. En revanche, et pas forcément très intéressant, parce que de toute façon, il va vous ressortir les discours que vous trouvez dans les revues théâtrales, dans les revues professionnelles ou dans les revues syndicales. Hein. Ou quand c'est un responsable de coordination, bon, si je pense à Samuel Churin par exemple, hein, le responsable de la coordination parisienne, maintenant ça fait, on est en 24, ça fait 20 ans qu'il est le porte-parole. Enfin, bon, alors je présume qu'en ce moment, la coordination parisienne, il n'y a rien, quoi. Mais bon, vous voyez, Samuel Churin, qui est devenu assez rapidement le principal porte-parole de la coordination parisienne, bon, il a un carnet d'adresses, j'imagine, long comme ça, il est invité par les députés, tout le monde le connaît, bon. Donc lui, ça peut être intéressant, mais pas plus que ça. En revanche, l'intérêt, c'est de rencontrer des militants de base, parce qu'eux, ils vont vous dire comment ça se passe réellement, comment ils pensent la situation. Hein. Donc voilà, première chose, hein, je fais un travail d'entretien, et alors évidemment, j'ai fait un travail, comme j'ai commencé en 92, hein, vous voyez, j'ai fait un travail d'entretien sur 35 ans. Alors, parfois, l'intérêt, c'est qu'il y a des gens que j'ai revus. Hein, par exemple, en 2014, j'ai revu à Avignon des gens de la coordination des techniciens Edwin, quelques cadres de gens que j'avais vus en 2003. Donc c'est intéressant parce que si vous vous souvenez, si vous avez pris des notes, si vous avez fait un journal de recherche, un journal de bord, vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont dit, dans quelles conditions ils étaient. Bon, mais parfois, vous en rencontrez en 2000, en 92, et puis ils disparaissent, quoi. Hein, parce que c'est un monde, ça bouge, quoi. Hein, puis il y a des gens qui arrivent, puis qui repartent, qui disparaissent. Hein. Parce que par exemple, les intermittents, hein, il y a un turnover très important. C'est-à-dire qu'il y a tous les ans, il y en a à peu près 30% qui disparaissent.
Et quand on est intermittent depuis 3 ans, 4 ans, ça veut dire qu'on a stabilisé la situation, donc là on peut durer. Donc voilà, donc il y a des gens que j'ai rencontrés de manière régulière. Alors les gens de Lyon, comme je suis à Lyon et sur Saint-Étienne depuis très longtemps, il y a des gens de Lyon que j'ai vus régulièrement, et des gens de Saint-Étienne que j'ai vus régulièrement. Certains que j'ai rencontrés en 2012, et puis, en 2004, même pas en 2003, et que d'un certain point de vue, que je vois encore. Alors il y en a un qui est devenu un ami, un véritable ami. Bon là, en même temps, comme il a lu mon bouquin, il a présenté mon bouquin, il sait ce que je dis. Et bon, ça le choque pas, parce que lui, bon, il est à la retraite, tout en n'étant pas à la retraite, et ça l'intéresse, quoi. Mais vous voyez, donc vous pouvez avoir affaire, quand vous êtes comme ça sur une longue durée, vous pouvez avoir affaire à des situations relativement hétérogènes. Donc si vous voulez, mon travail s'est fait en termes d'entretien, et comme ça sur la durée, et il s'est fait sur un travail d'observation de différentes situations. C'est-à-dire globalement des mobilisations, des manifs. Alors problème manif, c'est que parfois il y a des manifs, il y a des intermittents, il y a 250 intermittents dans une manif où ils sont 4000, et donc là les intermittents ils disparaissent, quoi. Bon, mais il y a aussi où il y a des manifs que d'intermittents. Et puis, donc, quelques occupations de théâtre, une ou deux occupations d'acédique, et puis des assemblées générales. J'y reviendrai. Donc là, si vous voyez, ça permet de voir des modifications et des régularités, des choses qui reviennent. Par exemple, sur la question des assemblées générales, donc je vais en parler, il y a des choses qui reviennent. Et puis en 2014, j'ai passé un questionnaire pour avoir un peu une idée, pour préciser les profils, disons, socio-professionnels des gens qui étaient des professionnels, des intermittents qui étaient mobilisés. Bon. Alors, avec là aussi des contraintes. Quand vous distribuez, moi j'ai distribué ce tract, un beau lapsus, j'ai distribué ce questionnaire dans des manifs, dans des assemblées générales, dans des occupations, dans des interventions devant au moment de salles de spectacle. Donc, ça a plusieurs choses. D'abord, il faut que votre questionnaire soit court. Vous n'allez pas faire un questionnaire de 5 pages, parce que là, donc il fallait qu'il fasse, c'était recto verso. Bon, ensuite, c'est pas un questionnaire comme le font l'INSEE, où ils font ça par quota sur 5000 personnes, en respectant la proportion d'hommes, de femmes, de gens ouvriers, employés, etc. Et puis même après en faisant du redressement. Bon. Donc c'était pas du tout ça. Mais j'essayais de saisir les propriétés des gens qui étaient dans des situations de mobilisation. Et j'ai essayé de le faire dans des situations très hétérogènes. D'accord ? Ce qui fait aussi que les gens ont répondu il y en a qui ont répondu à l'entrée d'un théâtre où c'était au TNP. Ils étaient par terre, sur un fauteuil. Il y en a d'autres qui répondaient ils faisaient la queue, donc ils répondaient, ils remplissaient le questionnaire sur le dos du voisin, enfin bref. Donc évidemment, en plus, certains pouvaient voir ce que racontait l'autre, quoi. Bon. Donc vous voyez. Bon. Mais c'était pas des choses très intimes. Donc vous voyez, j'ai aussi fait ça pour avoir un certain nombre d'éléments indicatifs. Et avec les limites que je viens d'indiquer, c'était quand même assez intéressant. On voit bien des écarts, par exemple. Ça m'a permis d'interroger à la fois des techniciens du IN Avignon, c'est-à-dire c'est un peu une élite professionnelle.
Quand vous êtes technicien dans le IN, c'est-à-dire que vous avez été sélectionné, et puis parfois vous êtes là depuis 10 ans, parce que vous êtes hyper sélectionné, vous êtes un bon, vous connaissez la cour d'honneur, toutes les contraintes techniques, et puis si on vous sélectionne depuis 10 ans, c'est parce que vous n'allez pas emmerder le responsable du lieu en lui disant où sont les prises, comment il faut passer, bon, voilà. Et puis j'ai interrogé des gens qui étaient à une manif à l'occasion de la venue du ministre du Travail devant la préfecture, et puis d'autres qui étaient dans une petite assemblée générale, qui n'étaient pas forcément très enthousiasmantes. Donc vous voyez, en essayant et en termes par exemple de niveau de revenu et en termes d'heures, on voit des écarts très très importants. C'est-à-dire que vous avez des gens. Et à l'intérieur même de la coordination, par exemple, j'ai distribué le questionnaire à des gens qui étaient les membres de la coordination des précaires, coordination nationale, pardon, donc qui théoriquement rassemblait toutes les coordinations. Bien, donc vous voyez, ça permet d'avoir là différentes manières d'approcher cette population, et puis sur la durée, ça permet aussi d'avoir des éléments, et donc là je vais y venir. Alors, juste une question, ouais. Justement, ce que tu as évoqué, donc observation participante dans beaucoup d'assemblées générales, donc, ce qui pose effectivement le problème de l'entrée sur le terrain, de se faire accepter, les entretiens, effectivement avec l'intérêt effectivement de convaincre des personnes de base qu'ils ont aussi une parole tout aussi intéressante que le responsable, et donc pas déléguer leur parole. Et puis, il y a eu cette tentative de questionnaire en 2014. Alors, tu évoques effectivement qu'il y a une très grande hétérogénéité dans les réponses. Mais les réponses à ce questionnaire de 2014, est-ce que tu as entrevu une possibilité pertinente de faire une exploitation statistique, ou est-ce que les réponses étant tellement divergentes qu'en fait ça ne pouvait que conforter les observations que tu as déjà faites sur la très grande hétérogénéité? Oui, globalement ça. Et que donc c'était pas très utile par rapport aux entretiens. J'y fais quelques allusions rapides dans le bouquin, mais c'est pas le cœur, quoi. Okay. Mais par exemple, ça me permet de fonder, si vous voulez, en 2014, il y a un projet. Donc il y a une énorme mobilisation parce qu'il y a un projet de modification du régime. Bon. Et donc, comme d'habitude, le Festival d'Avignon devient le lieu stratégique. Et après ma réponse, je vais expliquer. Devient le lieu stratégique. L'expérience de 2003 fait que le OFF, donc j'imagine, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est que le OFF. Donc le OFF, c'est clair, les compagnies du OFF, dès le début, c'est clair qu'elles ne feront rien. Parce qu'elles ont connu 2003. En 2003, il y en a qui ont mis 2 ans à s'en remettre de l'annulation. Puis même en 2003, il y a des compagnies qui ont disparu avec l'annulation. Donc, le OFF, c'est clair, ne fera rien. Le IN, c'est clair, ne fera rien. Alors, les permanents que des administratifs du IN ne se mobiliseront pas. Les compagnies qui sont présentes dans le IN ne se mobiliseront pas. Alors d'abord parce qu'il y a des étrangers, donc les problèmes de l'intermittence en France, c'est pas bon, ils y comprennent rien si vous voulez. Et puis vous avez des compagnies, ça fait 1 an, 2 ans qu'elles préparent le IN, et vous n'allez pas leur dire bon camarades, on fait grève générale, il n'y aura pas de spectacle. Bref, donc évidemment. Il s'est passé en 2014 ce qui s'est passé en 2003, c'est-à-dire que les techniciens du IN étaient l'enjeu central. C'est-à-dire c'était les techniciens du IN qui faisaient basculer. Je ne rentre pas dans les détails. Ils ont fait grève 1 fois ou 2 pour marquer le coup, ponctuellement, mais ils ont refusé de faire une grève générale ou une grève sur 4 jours. Parce que aussi beaucoup avaient vécu 2003. D'accord ? Et là, si vous voulez, ils ont refusé, alors pour de multiples raisons. Parce qu'ils sont proches de la direction du festival, ils étaient proches des compagnies du IN, ils étaient proches
des metteurs en scène, ils les appelaient tu, voilà, ils étaient proches des comédiens du IN. Bon. Il y avait aussi leur enjeu professionnel, c'est-à-dire que s'ils étaient en grève, pour certains, c'était le quart ou le tiers des cachets qui disparaissaient. Donc vous réfléchissez quand même, hein, avant de faire disparaître le quart ou le tiers. Et puis ils refusaient de suivre la coordination, parce que, pour dire les choses rapidement, ils considèrent les professionnels ou les membres de la coordination nationale comme des ringards. Je vais vite, mais je peux le dire, ils ne le disaient pas comme ça, encore que. Hein. Et le questionnaire permettait d'objectiver un peu ça, parce que l'écart entre le nombre d'heures déclarées par les techniciens du IN, ça pouvait monter à 1200, 1300 heures, quoi. Hein. Et dans la coordination nationale, vous en aviez un paquet qui ne faisait même pas leurs 507 heures. Donc, qui n'étaient pas des pros, du point de vue des techniciens du IN. Donc parfois, ça objective en quelque sorte, hein, des éléments qui apparaissaient dans les discussions. Hein. Par exemple, quand je dis des ringards, il y a une coordination nationale en 2014, et il y a quelques membres des coordinations, parce que les coordinations, c'est ingérable. Enfin, justement, je vais y venir là-dessus. Il y a quelques membres de la coordination nationale qui, un soir, sont allés, ont pénétré dans la cour d'honneur, ont foutu le bordel, il n'y a pas d'autre terme, hein, et ont interrompu une émission de télévision qui enregistrait une répétition dans le IN. Donc, vous imaginez l'impact que ça a eu localement et puis parmi les techniciens, quoi. C'est-à-dire, les techniciens du IN disaient, mais attends, si c'est ça la coordination nationale, on n'a rien à voir avec eux. Hein. Donc vous voyez, là, les questionnaires peuvent aussi permettre de stabiliser, d'objectiver ça. Alors il y a un point justement qui est intéressant, qui est évoqué dans le livre et sur lequel on a échangé dans la préparation, c'est effectivement, parce qu'en 2003 on dit le Festival d'Avignon il y a eu une grève et le Festival d'Avignon a été annulé, et que justement la force du mouvement des intermittents, c'est d'avoir annulé, provoqué une annulation de beaucoup de festivals pendant l'été, et ce qui a sensibilisé évidemment les élus locaux en leur montrant effectivement les pertes économiques qui découlent de l'annulation de ces festivals. Or, tu indiques, dans le bouquin et puis en échangeant, que en fait, c'était pas du tout la volonté des intermittents mobilisés d'annuler le festival. Au contraire, ils souhaitaient effectivement maintenir ce qui est logique. Si on veut mobiliser le public, il faut qu'on ait le contact avec le public. Si on annule tout, les gens rentrent chez eux et il ne reste que les personnes hyper mobilisées. Par conséquent, donc, du côté des intermittents, il y avait ce souhait effectivement quand même s'engager dans une mobilisation, mais en espérant que le festival continue. Et puis, donc, dans quelles circonstances, effectivement, ce festival, en 2003, a été annulé, alors qu'en 1992, c'était une journée, effectivement, où la direction du festival, par crainte, effectivement, de débordement, avait décidé d'interrompre tous les spectacles. Et puis, à partir de là, tout le monde a abandonné ses perspectives de mobilisation. Et donc en 2003, comment ça s'est passé ? Alors, avant j'ai dit quelques mots sur Avignon. Oui, Avignon est central. Bon, de manière générale, le théâtre public est central dans la mobilisation. D'accord ? C'est toujours les théâtres qui sont occupés. Ceux qui encadrent les coordinations locales, c'est plutôt les gens de théâtre. Bon, pourquoi ? Et Avignon synthétise ça. Qu'est-ce que c'est qu'Avignon ? Avignon, de manière générale, tout le monde parle d'Avignon comme étant un festival d'art où il y a des tas de spectacles et il y a une histoire. Il y a une histoire du Festival d'Avignon où effectivement il y a une longue tradition d'innovation esthétique. Bon, mais le Festival d'Avignon, c'est pas uniquement ça. Le Festival d'Avignon, c'est aussi un espace-temps politique, intellectuel, théorique, administrative. C'est-à-dire, le Festival d'Avignon, c'est là où c'est le seul lieu où se réunissent l'ensemble des cadres qui participent à la politique culturelle
du spectacle vivant. C'est-à-dire, c'est là où se retrouvent les gens du ministère, mais l'ensemble des associations professionnelles, les théâtres, mais aussi musique, danse. Donc c'est là où se retrouvent tous ceux qui font vivre le spectacle vivant en France. Hein. C'est-à-dire les professionnels, l'État, les journalistes. Avignon, c'est aussi un espace intellectuel. Il y a un grand nombre de conférences. Donc ça rassemble des intellectuels, des universitaires. Avignon, c'est aussi un espace de mobilisation politique. Par exemple, c'est à Avignon où en 1995, Ariane Mouchkine en 1995, il y a des journées de mobilisation pour lutter, pour protester contre ce qui était en train de se passer en Bosnie-Herzégovine. Et c'est là, à partir d'Avignon, que Mouchkine va lancer, avec d'autres, mais bon, c'est Mouchkine, donc un mois de grève de la faim. Et puis, régulièrement, il y a des mobilisations, il y a des manifs. Avignon, c'est aussi là où il y a un public important, et c'est un public qui est très très proche des professionnels. C'est-à-dire, bon, j'en parle, hein, quand vous voyez les questionnaires, les enquêtes sur les publics d'Avignon, ils vont tous faire du théâtre amateur, ils vont voir 5, 10, 15 spectacles dans l'année, etc. C'est un public très particulier, Avignon. C'est pas un public populaire, malgré toutes les histoires qu'on nous raconte. Ça ne l'a jamais été, mais là non plus. Donc, mais c'est en même temps un public qui est proche des professionnels. D'accord ? Donc, Avignon a toujours occupé une place stratégique. En 92, ça commence, c'est la première mobilisation, parce que c'est une des premières grosses tentatives de réforme, de transformation du régime. Donc, j'y suis, et là, il commence à y avoir des AG, etc., etc. Alain Crombec, le directeur du théâtre, du Festival d'Avignon, voit que ça commence à... Il y a la CGT qui passe dans tous les lieux du HIN pour faire voter le principe de la grève. J'y étais, je les ai vus faire, je les ai suivis. Ils ont même fait voter des musiciens mexicains dans le spectacle comment il s'appelait, enfin bref, de celui qui était à Grenoble avant, au théâtre Partisan. Donc Avignon, ça commence à remuer. Donc que fait Grombec pour casser ? Il fait comme font les patrons. Il fait un lockout. C'est-à-dire qu'il ferme le festival du HIN pendant une journée. Il fait un lockout. Il se comporte comme un patron. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, tout le monde a compris. Et tout le monde reprend sagement son travail, si je puis dire. Et donc le festival continue. En 2003, c'est Fèvre d'Arcier qui est directeur du festival. Mais il était déjà présent en 92, parce qu'à l'époque, il était le grand responsable du théâtre. Il était directeur du théâtre et des spectacles. Et donc, quand vous êtes directeur du théâtre et des spectacles, vous allez au Festival d'Avignon, et surtout quand ça chauffe un peu. Donc en 2003, ça ne se pose pas pareil, si vous voulez. C'est qu'il y a déjà des journées de grève, 1, 2, 3. Et donc, effectivement, l'objectif des militants en 2003, ce n'est pas d'annuler le festival, c'est de faire du Festival d'Avignon une base de lutte. C'est de faire que le public reste, et puis qu'un jour il y ait une grève, que le lendemain ça continue, que le troisième jour il y ait une manif, etc., etc. C'est-à-dire de maintenir la pression en permanence. Ce qui pose d'énormes problèmes, alors réels, à la direction du festival. Parce que la direction du festival n'est jamais sûre de dire aux spectateurs demain il n'y a pas de problème. Il y aura un spectacle. D'accord ? Donc, que fait la direction du festival ? Il annule. Parce que de son point de vue, c'était un peu le bordel. Du point de vue des militants, c'était super. Parce qu'ils discutaient, il y avait des AG, ils intervenaient dans des spectacles, etc., etc. Donc il annule. Donc les militants, eux, ils n'étaient pas pour l'annulation. C'est ça qu'il faut comprendre. Et évidemment, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez annulé ? Eh bien, les publics partent. C'était illusoire de croire qu'ils allaient annuler le HIN et puis que les publics allaient rester pour le plaisir de discuter avec militants. Bien sûr, ils partent.
Hein. Vous avez des compagnies du off qui ne savent plus trop quoi faire. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de leur public est partie. Et donc, moi, j'ai vu des compagnies du off qui sont parties, par solidarité. Hein. Et puis, il y en a d'autres, une, en plus, qui s'appelait le Théâtre du Maquis, hein, donc, qui faisait un spectacle, qui alternait spectacle, son spectacle, sa programmation, et qui faisait un spectacle de lutte. D'accord? Mais bon, c'était pas tenable, quoi. Hein. Et donc, vous voyez, il annule. Et 2014 va se reposer la même question. Mais là, et ça va se jouer différemment, puisque tout le monde a l'expérience de 92 et de 2003. Hein. Et notamment, et c'est pour cette raison que les techniciens d'UIN, c'est pour cette raison d'une part que la direction du festival ne lâche pas, hein, et voit que c'est pour cette raison que les gens du off disent, c'est clair, enfin ils l'ont pas dit comme ça, mais c'était clair pour tout le monde, on fait rien. C'était clair que les compagnies ne feraient rien, et c'était aussi la position de la direction du festival qui a dit aux techniciens, si vous faites grève, vous faites grève. Et vous faites grève, donc il y aura retenue de salaire. Hein. D'accord? Et oui, vous êtes des salariés, vous faites grève, moi je suis un patron. Hein. Et puis surtout que en 2003, ça leur a coûté cher à tous, hein, notamment aux collectivités locales. Encore que c'est même pas sûr que ça leur ait coûté cher. Et donc, c'est aussi l'expérience de 2003 qui fait que les techniciens du IN vont décider de ne pas faire grève. Hein? Voilà, donc vous voyez, vous avez 3 moments très importants, parce qu'à chaque fois, Avignon est le lieu stratégique, et à chaque fois, il va y avoir des formes différentes. Hein? Et quand je dis le lieu stratégique, parce que ce qui se passe à Avignon a des effets sur le reste de la saison. C'est-à-dire, le festival d'Avignon est annulé en 2003, vous avez un paquet de festivals, bon, il y en a quelques-uns qui avaient été déjà annulés avant, hein, mais il y avait d'autres festivals en 2003 qui sont annulés. Mais le fait que 2003 a été annulé, c'est un échec, et d'ailleurs, les gens de l'UNEDIC ne sont pas revenus sur la réforme. Et en 2014, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de grève générale, ça casse, et bien dans les autres festivals derrière, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est en ce sens que le festival d'Avignon est stratégique. Et est vécu. Il est stratégique aussi parce que tout le monde le vit comme étant stratégique. Les politiques, les professionnels, les journalistes. En 2014, il n'y a jamais eu autant de journalistes à Avignon, parce que tout le monde était là. Hein. Parce qu'en 2014, comme en 2004, c'est la même chose, mais en 2014, avant le festival d'Avignon, vous aviez des manifs, et il y avait des banderoles où il était marqué « C'est quand Avignon ?» C'est-à-dire que le rendez-vous était clair pour tout le monde. Hein, tout le monde se fixait rendez-vous au festival d'Avignon. Pas au festival de cinéma dans une vallée perdue des Pyrénées. Hein. Bon. Avignon. Et tout le monde y allait. Donc, hein, ils n'ont jamais eu autant de journalistes. Alors, tu m'as posé la question. On peut faire une petite pause, ouais. C'est-à-dire de votre côté, est-ce que vous avez des questions qui vous viennent déjà par rapport à... Oui. Comment un technicien d'UIN fait 1000, je ne sais pas combien d'heures en un mois du coup? Ah non, il fait 1600 heures sur l'année. Sur l'année, mais il est là-bas à l'année? Non, mais comme c'est un intermittent. Il gagne en heures. Mais c'est le principe de l'intermittent. Oui. Vous avez un contrat. Quand vous êtes intermittent, alors il y en a certains qui arrivent en mai. Hein. Okay. Il y a notamment ceux qui montent. Quand vous montez l'installation technique de la cour d'honneur, je ne sais pas si vous connaissez la cour d'honneur, bon, il y a quasiment 2 mois pour la monter. Et après, il y a 1 mois et demi pour la défaire. Donc, quand vous êtes dans cette matière-là, quand vous êtes technicien, monteur, etc., vous avez 4 mois, 5 mois, mais d'intermittence. Vous ne faites pas la totalité de vos heures, mais vous en faites en grande partie. Après, le reste de l'année, vous n'êtes pas employé. Comme vous n'êtes pas en CDI, employé par le Festival d'Avignon,
mes CDD, mais le reste de l'année, vous êtes technicien dans un centre dramatique ou dans une compagnie. Ce qui fait que, par exemple, vous avez aussi des techniciens qui sont très bons, par exemple, qui vont être régisseurs lumière, donc responsables, mais lumière, techniciens, pour prendre les catégories professionnelles. Donc, qui vont faire beaucoup d'heures, qui peuvent faire leur régime, donc ils vont faire beaucoup d'heures relativement bien payées, et puis pas la totalité, mais une partie de l'année, ils vont travailler avec une compagnie qu'ils connaissent ou qu'ils aiment bien, ou dont ils sont proches, pas pour des raisons politiques, esthétiques, sexuelles, familiales, enfin bref. Et là, ils vont plus être techniciens, régisseurs son ou lumière, mais ils vont être créateurs son ou créateurs lumière, mais en étant moins bien payés. D'accord ? Ce qui est, si vous voulez, c'est cette souplesse-là dans le régime que aussi tous ces gens aiment. Alors, parfois, il faut le supporter. C'est-à-dire que c'est très bien de vivre cette vie quand vous avez 35 ans, 40 ans, quand vous en avez 55. C'est plus compliqué, quoi. Moi, j'avais rencontré à Rouen un technicien qui était devenu permanent. Il m'avait dit, c'est super, c'est la première fois que je peux envisager de jouer au badminton tous les lundis soirs. Parce qu'évidemment, jusqu'alors, il ne pouvait pas. Bon, mais en tout cas, vous voyez, des gens du festival du IN, ils peuvent faire 1300 heures sur l'année, mais s'il fait grève, s'il perd 4 mois, ça fait beaucoup de cachets qu'il perd. Peut-être qu'il fera, je ne dis pas qu'il passera tout de suite au-dessous des 507 heures, peut-être qu'il fera que 600 heures, mais là, s'il faisait grève, il s'approchait de la barre fatidique des 507 heures. Vous avez d'autres questions qui vous viennent ? Oui ? C'est pas vraiment une question, mais moi j'étais à Avignon en 2003 et je travaillais dans une compagnie programmée au IN. Et en fait, on a vraiment, c'était, il y a eu un effet de sidération, on n'y croyait pas. C'était vraiment, où la compagnie avait envie de jouer, les acteurs étaient prêts à se jeter sur le plateau. Et il y avait dans la ville une ambiance effroyable, Avignon mort. Oui. C'est lamentable, une ville morte qui tombe morte tout d'un coup. Oui, du jour au lendemain, oui. Elle est tombée, c'était affligeant. Moi j'ai perdu de l'argent aussi, parce que du coup, tout s'est écourté. Moi j'ai pris des vacances à la place dans le sud de la France, mais c'est resté un traumatisme vraiment important pour les troupes qui étaient programmées, les compagnies, et pour les spectateurs aussi. Parce que les années d'après, on s'est dit, mais Avignon, si c'est la même débandade l'année suivante, j'ai réservé mon hôtel bien longtemps à l'avance, ça coûte très cher, les spectateurs. Ah ben oui. Pour les compagnies, mais voilà, oui, pour oui. le public, c'est un investissement aussi. Voilà. Et ça a été une douche froide énorme. Oui, parce que c'est ça que, tu vois, et travailler sur la longue durée, ça permet aussi de mesurer ça. Par exemple, ça permet de mesurer les effets de ce qui s'est passé en 2003 et les mois suivants 2003, les effets 10 ans plus tard. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 2003, vous avez des gens qui se sont engagés à fond, qui n'ont fait que ça pendant 3 mois, 4 mois. Bon. En plus, à un moment donné, ils étaient dans la croyance ou l'illusion qu'en septembre, d'autres allaient prendre le relais. Puis rien ne s'est passé. Et donc 2003, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sortis de là lessivés, épuisés. Alors, à l'époque, on ne disait pas encore, mais on dirait burn-out maintenant. Des amitiés ont explosé, des couples ont explosé, des compagnies ont explosé. Alors, à l'inverse, d'autres couples se sont reformés et d'autres amitiés se sont reformées. Mais ça a été... Vous voyez, quand vous faites un engagement total dans un militantisme, quand pendant 4 mois, vous y passez 20 heures par jour, évidemment, ça a des aspects physiques, mais psychiques très très puissants. Et d'autant plus puissants quand ça finit par un échec. Si vous faites ce type d'engagement et puis que vous gagnez, ça va. Mais quand vous finissez par un échec, quand votre compagnie n'a plus de spectacle, quand elle meurt, donc c'est aussi ça qui explique qu'en 2014, et ce qui explique aussi que, alors il y a d'autres raisons, mais que pour le moment il ne se passe pas grand-chose. Entre parenthèses, sur le fait que tout le monde a intérêt au maintien du régime,
voyez ce que fait notre camarade Macron. Parce que Macron, depuis qu'il est là, transforme de manière forte, voire brutale pour certains, le régime de l'assurance chômage, hein, où les chômeurs du régime général, eh bien, ils perdent des droits, ils ont des prestations qui baissent, mais ils ne touchent pas au régime de l'intermittence. Ils n'y touchent pas. Alors que vous vous attendriez... Alors je peux vous dire que de temps en temps, le MEDEF dit « Eh oh, camarade, le régime de l'intermittence, ce serait bien qu'on y touche. » Et là, il n'y touche pas. Peut-être que ça va venir, hein. Mais d'une part, bon, il y a suffisamment de bordel. Comme ça, il n'en veut pas. Vous voyez, imaginez qu'ils aient eu touché à l'assurance au régime au printemps dernier. Non seulement il y aurait eu dissolution, mais en plus le bordel au Festival d'Avignon. Bon, donc, d'une part, pour des raisons politiques, hein, parce que, je vais peut-être en parler, pour des raisons politiques, il ne veut pas y toucher, et puis parce que il a des amis comme Dumontet, ou comme tous les producteurs de cinéma, qui lui disent, attends, et de manière régulière, les producteurs de cinéma lui disent, hein, ou le disent pas à lui ou à d'autres, très bien, vous supprimez le régime, nous c'est très simple, on délocalise la production cinématographique. Hein. Pourquoi est-ce que la France est un des principaux producteurs de cinéma au monde? Et parfois parce que produit des films que pratiquement personne ne va voir, pour différentes raisons, mais dont le régime de l'intermittence. Hein. Donc vous supprimez le régime de l'intermittence, on ne va pas délocaliser en Rhône-Alpes, ils vont délocaliser en Roumanie. Bon, ils le font un peu déjà, hein, mais ce sera massif. Hein. Donc il y a à la fois une raison politique et une raison économique. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent? Oui, oui, j'ai quelques questions. Puisque vous êtes sociologue de l'art, est-ce que vous avez comparé les modes de vie artistique avec et sans le régime de l'intermittence? Est-ce que vous avez fait une enquête sur les modes de vie? Sur le vécu des artistes avec ou sans Non, enfin, mais c'est une question. Non. Pour dire. Non. Ouais. Non, mais si vous voulez, moi je lis suffisamment de sociologie du travail par ailleurs pour vous dire, à certains égards, la vie d'artiste. Alors, on peut répondre de deux manières différentes. La vie d'artiste, historiquement, n'a pas forcément grand-chose à voir avec la vie de travailleur lambda. D'accord? Bon. Je prends une caricature. Hein, vous étiez ouvrier métallurgiste dans des grandes entreprises métallurgistes dans les années 50. Bon, vous aviez une convention collective. En plus, ça s'est amélioré au fil des ans, puis au fil des luttes sociales. D'accord? Vous aviez un ensemble de protection sociale qui s'est mis progressivement. Vous rentriez le matin au boulot, hein, vous pointiez, puis vous sortiez. Bon, je ne dis pas que vous n'y pensiez plus, mais globalement. Hein, puis vous avez des gens qui, quand on était dans la grande période de croissance économique, vous avez des gens qui ont fait toute leur carrière dans la même entreprise. Parce que l'entreprise proposait un cadre, d'accord? Un cadre, je ne dis pas sécurisant, hein, mais un cadre stable. Parce que ça pouvait aussi se traduire à l'intérieur de l'entreprise par des conditions de travail extrêmement dures. Je vous conseille de lire un bouquin qui n'a rien à voir avec les artistes, mais qui s'appelle L'Établi, hein, de Robert Linhart. C'est un petit livre, il n'est pas immense, qui parle des usines Citroën à Passy dans les années 60. Bon, vous verrez ce que c'est que le bagne, quoi. Donc je ne dis pas que... Mais vous voyez, il y a un cadre de vie stable, régulier, où vous pouvez vous projeter dans l'avenir. D'accord? Bon. Le mode de vie des comédiens n'est pas du tout ça. Hein, il y a une incertitude, une instabilité, mais il y a des gratifications secondaires, c'est-à-dire des gratifications symboliques beaucoup plus importantes que ce qu'ont des tas de travailleurs, des tas de salariés. D'accord? Si vous voulez, franchement, il y a des moments quand vous êtes comédien, que vous montez sur le plateau, et puis que ça se passe bien, hein, si tout le monde hurle et que vous êtes obligé de dégager, d'accord. Mais si ça se passe bien, les gens vous applaudissent.
Ben, c'est pas la même chose que de pointer dans une usine ou d'être employé à la sécurité sociale. Les gratifications ne sont pas les mêmes. Donc le cadre n'est pas le même. D'un côté, vous êtes dans des relations stables, dans des conditions de travail très dures, avec des faibles gratifications. D'un côté, vous êtes dans des situations d'instabilité, de flexibilité. Mais on peut le voir d'une autre manière. Maintenant, vous avez une série de thèses qui disent que le travail artistique, eh bien, anticipe ou a déjà anticipé certaines formes de travail contemporain. Par exemple, les formes de contrats précaires, des formes de flexibilité, des formes de précarité, etc., de formes de la logique du projet. La logique du projet. Hein. Je caricature, je force le trait. Quand vous êtes employé, quand vous êtes dans une grosse boîte, dans une grande administration, on ne va pas vous embêter en disant, camarade, quel est ton projet? D'accord? À l'époque. Hein. Alors que quand vous êtes artiste, tous les 6 mois ou tous les 3 mois, il va falloir que, si vous faites un dossier de subvention, il va falloir faire quel est le projet, etc. C'est-à-dire qu'on va transformer dans les mondes de l'art, chacun devient un petit entrepreneur de soi. Hein. Vous devenez entrepreneur pour vous, c'est-à-dire pour vous, pour votre projet, et puis vous allez chercher des gens qui vont participer à votre projet. Une des thèses, c'est de dire que dans des tas de métiers maintenant, eh bien cette logique de flexibilité, précarité et de logique du projet se développe de plus en plus. Même dans l'industrie automobile, mais maintenant, il y a des groupes de réflexion où on dit il faut que le groupe se fixe comme un projet à 3 mois, à 2 mois, etc. D'accord? Donc voilà, on peut le voir de 2 manières différentes. Mais vous avez peut-être d'autres questions. Mais pour s'inquiéter sur les questions, peut-être Julien et Anne, vous avez aussi des questions? Non? Ok. Donc, Camille, vous pouvez continuer. Non, aussi, donc ça c'était une question sur le mode de vie, et si vous aviez étudié les autres propositions que le régime d'intermittence, par exemple, et comment ça dialogue avec le régime d'intermittence, comme la sécurité sociale de la culture, ce genre de projet. La sécurité sociale de la culture? C'est développé sur le modèle de la sécurité sociale nationale, minimum. La sécurité sociale alimentaire, et il y a un projet sécurité sociale de la culture avec des caisses. Voilà. Je ne connais pas très bien, mais je me demandais s'il y avait des discussions dans les syndicats entre l'intermittence et d'autres. Franchement, ce côté à la logique du projet, tout ça. Et on est plutôt, en ce moment, il y a plutôt des revendications pour généraliser, entre guillemets, pour étendre le régime de l'intermittence à d'autres catégories, d'autres professions artistiques. Par exemple, vous avez des plasticiens qui sont dans une situation évidemment beaucoup plus précaire, mais parce que c'est des professions indépendantes, c'est pas des salariés, qui sont dans des propositions beaucoup plus précaires, et il y a des discussions pour que l'intermittence soit étendue. Et là, et les auteurs, voilà. Mais là, je peux vous dire que pour l'UNEDIC, il est hors de question de ça. Il est hors de question. Je pense même que pour un certain nombre de professionnels, il ne faudrait pas creuser très loin pour dire qu'ils sont un peu réticents à cette extension. Parce que l'extension, si vous voulez, le régime c'est une forme aussi de marqueur symbolique entre eux et nous. C'est pour ça que vous avez des tas de gens qui parlent de statut. J'ai fait mon statut, qui parlent du statut de l'intermittence. Parce que être intermittent au sens d'avoir le régime, d'avoir le chômage, ça introduit une coupure. Hein, et dans le monde social, c'est très important, les coupures, entre eux et nous. Entre, par exemple, les artistes et les techniciens. Entre les comédiens et les danseurs. Hein, le monde social est aussi fait de coupures, de frontières. Alors, parfois plus ou moins floues, plus ou moins franchissables. Mais le régime, c'est pas par hasard, donc s'il parle de statut. Donc je pense que, d'une part pour ces raisons symboliques, mais d'abord, fondamentalement pour des raisons économiques, vous avez des tas de gens qui sont contre. Et puis, le régime existe parce que juridiquement, administrativement, même si c'est fictionnel, même si c'est faux, mais juridiquement,
les intermittents sont des salariés. Donc, ils ont un employeur. Ils ont un employeur avec lequel ils ont un lien de subordination. Et parfois, c'est un lien de subordination réel. C'est-à-dire, quand le directeur du Festival d'Avignon dit aux techniciens, même s'ils sont des bons, il leur dit, si vous faites grève, eh ben, vous n'aurez pas de salaire. Mais il leur rappelle qu'il y a un patron et qu'il y a des salariés et qu'il y a un lien de subordination. D'accord ? Bon. Même si dans les compagnies indépendantes, il y a un lien de subordination, mais qui n'est pas un lien juridique, un lien plus compliqué. Vous savez, il y a des moments quand je fais des entretiens avec des gens des compagnies, quand l'appareil est éteint, donc là ils disent un certain nombre de choses, et dans un salon ou dans beaucoup de compagnies, c'est un monde néolibéral le plus violent qui soit. Parce que quand vous êtes dans une compagnie et que vous êtes juste à la frontière, ou même que vous avez besoin de faire vos cachets, eh bien vous en acceptez des choses. Vous acceptez d'aller transporter les décors le dimanche après-midi, de travailler à pas d'heure, etc., etc. Donc voilà. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez étudié l'aspect à l'intérieur qui conteste ce... Ben, il le conteste. Enfin, si c'était faisait partie de votre livre. Oui. Mais si vous voulez, ce qui se passe, c'est dans les compagnies, c'est très ambivalent. C'est très ambivalent parce que à la fois beaucoup vivent ces situations qui sont des situations violentes, dont on pourrait dire que c'est de l'exploitation capitaliste la plus brutale. C'est-à-dire au sens où vous avez quand même dans ces compagnies beaucoup de ce qu'on appelle le travail gratuit. C'est-à-dire vous travaillez sans être payé. Alors bon, bien sûr, vous pouvez vous dire il y aura une partie d'assurance chômage, mais pas que. Donc vous voyez, il y a des situations violentes. Sauf que ce qui n'est pas le cas dans les institutions, parce que dans les institutions, il y a encore des conventions collectives, il y a encore un minimum d'organisation syndicale, et donc il peut y avoir des relations difficiles, comme on le voit de temps en temps, mais à certains égards, les relations dans les institutions sont moins violentes que dans beaucoup de compagnies. Mais en même temps, même si ces relations sont violentes, on ne peut pas faire autrement. La seule solution aussi, c'est de fonder votre propre compagnie. C'est-à-dire vous mettez en place votre emploi. Et c'est vous qui, à votre tour, allez être un exploiteur du peuple. Oui, et avant de créer sa propre... Avant de créer sa propre compagnie, on a beaucoup travaillé gratuitement. Je veux dire, je ne connais aucun ami comédien. Je sors du Conservatoire national et j'ai beaucoup travaillé gratuitement. Bien sûr. Donc, et c'est vrai que pour pouvoir travailler et continuer à se payer, à créer du travail pour soi et pour les autres, où on rentre dans cette machine à laquelle je ne comprends pas encore tout, évidemment, ça mettra des années, où on reste, je ne sais pas, où je ne sais même pas comment faire en fait autrement. Si vous le refusez radicalement, vous changez quoi. Vous changez de métier. Un autre métier. Changer de métier. Si vous voulez, le problème, un des problèmes dans ces métiers, et là on continue de faire la sociologie du travail brutale, c'est que c'est un marché du travail où il y a un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande de travail. Bon, quand il y a beaucoup plus d'offres de travail que de demandes de travail, même si c'est régulé, il n'y a pas de secret. Vous êtes prêt à accepter beaucoup de choses. Donc vous êtes prêt à accepter beaucoup de travail gratuit. Alors, c'est pas que ça. C'est pas les mineurs du 19e siècle. C'est pas Germinal. Mais bon, je force un peu le trait. Mais, bon, c'est pas Germinal. Mais c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre du marché du travail. Qui est régulé. Mais en partie, le régime de l'intermittence permet de réguler ça. Ça permet de réguler au sens où vous négociez à la fois des heures déclarées, et puis vous négociez combien vous allez faire de cachets, à quel volume. Bon, vous rentrez dans la négociation. Et puis vous acceptez une partie de travail gratuit, parce que vous savez que vous allez vers droit à l'intermittence. Et puis vous acceptez une autre partie de travail gratuit,
même s'il n'y a pas d'assurance chômage, parce que c'est aussi une manière d'entrer en relation, de maintenir des liens avec votre employeur. Céline, oui. Rebondir, en fait, là ce qui a été dit, c'est intéressant, c'est le régime de l'intermittence. Peut-être que je m'y mettrai, mais c'est tellement compliqué que j'ai même plusieurs années à comprendre. Moi, je me place du côté du grand public, on n'y comprend rien à l'intermittence. Enfin, est-ce que vous avez travaillé sur ça, sur la perception qu'il y a? Parce que pour finalement embarquer les gens avec soi, il faut que ce soit compris comme un système d'assurance chômage. Pour beaucoup de gens, je pense que le intermittence, c'est égal chômage d'une certaine façon. Je ne sais pas ce que ça... Vous avez travaillé sur cet aspect-là? Oui, enfin, c'est pas... Alors moi, j'ai travaillé de... Mais ce n'est pas mon objet de travail. Mais la question, comment c'est perçu, j'ai perçu de différentes manières. D'abord des amis qui ne sont pas du tout dans ce monde-là. Et ça fait un peu ricaner, je dois dire. Et à chaque fois, je suis obligé de leur expliquer, mais bon, j'ai laissé tomber. Hein. Donc pour eux, c'est des branleurs, quoi. Hein, ou c'est... Saltimbanque. Ou des saltimbanques, ou comme dit Laurent Wauquiez, c'est... Des clowns et des saltimbanques. Oui, voilà. Hein. Bon, voilà. Ça, c'est la première réaction. Après, vous avez des publics proches. Bon, par exemple, hein, le public qui est au Festival d'Avignon, qui est proche, qui comprend. Bon, il sait qu'il faut des intermittents, mais ils ne savent pas techniquement comment ça fonctionne. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que je modère ça, c'est-à-dire que les publics qui vont au théâtre public, ils sont très liés aux intermittents. Moi, je suis très frappé quand je discute avec des collègues ou des gens, des enseignants. Je dis, je travaille sur les intermittents. Ah oui, il y a mon fils qui est, il y a mon neveu, j'ai mon cousin, mon beau-frère, mon frère. C'est olé. Il y a une interpénétration entre les mondes du théâtre et des intermittents et nos mondes, nous, hein, monde universitaire, enseignants, etc., etc. Donc, bon, il y a une compréhension un peu abstraite, mais enfin, compréhension qu'il faut bien maintenir le régime. Puis après, il y a d'autres... moi, j'ai vu des séances, notamment au Festival de Fourvière, où c'était en 2014, justement, hein, alors, pour neutraliser la mobilisation, c'était le grand chef du Festival de Fourvière qui avait cadré ça en disant « Vous allez intervenir là, juste avant, etc. » Puis lui-même intervenait un peu avant. Hein. Puis après, il y a les intermittents qui intervenaient. Alors lui, il était habillé un peu sérieux, cadre, vous voyez. Et puis arrivaient sur scène 2 ou 3 intermittents, habillés un peu comme des intermittents. Et en face, je me souviens, en face, il y avait un carré de public et ils étaient arrivés en retard. Et c'était un public qui devait être payé par leur boîte, quoi. Et en faisant de la sociologie un peu brutale, ils n'étaient pas habillés comme les autres. Ils n'étaient pas habillés comme les intermittents, mais ils n'étaient pas habillés non plus comme les membres du public. Et ça n'a pas manqué, quoi. Quand ils sont intervenus, ça n'a pas manqué. Branleur, retourne travailler, et voilà encore un qui a voté Hollande, non, ou Auchan, mélange. Ça n'a pas manqué. Hein, je veux dire, c'était même pas la peine, quoi. Enfin, c'est pas la peine. Ouais, ça n'a pas manqué. C'est pour ça que le mot lutte, 35 ans de lutte, le mot lutte, il est souvent associé aux intermittents. Oui, bien sûr. Donc c'est un peu les rouges, quoi. Oui. Oui, alors que... Il y a une coloration politique. Oui, bien sûr. Alors que bon, il y a des fractions très militantes, mais la plupart, ils sont de gauche, comme certains peuvent être de gauche, quoi. Mais, bon, ils sont pour le régime, si vous voulez. Ils sont pour le maintien du régime, voilà. Hein, sans même mesurer tout ce que ça implique, historiquement. Est-ce que c'est 220 000 qui ont fait le premier cachet? Parce qu'en fait, 120 000 personnes, c'est très peu pour un pays comme la France. 120 000, je veux dire, on fait très peur aux gens, les intermittents. Et c'est très peu, 120 000 personnes qui reçoivent l'assurance chômage de l'intermittence. Ben, ça dépend comment vous voyez les choses. Oui, c'est peu. Oui, c'est peu par rapport aux plusieurs millions qui sont chômeurs, plusieurs millions. Parce que vous savez qu'en France, il n'y a que la moitié des chômeurs qui ont droit à l'indemnité chômage. Ok. Hein? Donc vous avez des tas de gens qui sont chômeurs, mais qui ne touchent pas à l'indemnité chômage. Mais évidemment, 120 000, c'est pas beaucoup par rapport à ces millions de personnes. Bon.
En même temps, ça représente, alors du point de vue de l'UNIDIC, ça représente beaucoup d'argent. Et puis je dirais que politiquement, eh bien, ça a un impact, pas tout le temps, hein, mais politiquement, vous avez un problème, entre guillemets, qui concerne uniquement 120 000 personnes, qui a pu avoir une importance politique très importante, peut-être même démesurée. Donc, ne serait-ce que, par exemple, cette mobilisation, elle a conduit à la démission ou à l'éjection d'un ministre de la Culture. Tout le monde a considéré qu'il s'était mal comporté, qu'il avait eu un comportement pas intelligent. Donc, quand il y a eu un nouveau gouvernement, il s'est fait éjecter. En 2004, le président de la République fait une intervention juste après l'échec des partis de droite à des élections régionales et locales. Donc vraiment, la droite, là, se fait ramasser violemment. Enfin, violemment. Ils perdent quasiment... Il n'y a que l'Alsace qui reste à droite. Autrement, toutes les régions passent à gauche. Et Chirac fait une allocution télévisée et explique en partie cet échec par la mobilisation des intermittents du spectacle. Bon, ce qui, moi, me paraît surévalué. Je doute fortement que des tas d'électeurs aient voté à droite parce que ce méchant Chirac avait touché au régime d'intermittence. Mais si vous voulez, il y a une croyance politique. Il y a une croyance politique. Et donc, s'ils y croient, la question du sociologue, ça c'est très important, c'est pas de dire vous avez tort, c'est de prendre en compte le fait qu'il y a une croyance politique et journalistique, et que les professionnels ont aussi cette croyance. Tout le monde croit que le régime de l'intermittence a eu des effets politiques. En tout cas, par rapport à d'autres chômeurs, ils ont la parole Bien sûr. Face à la communauté, en fait. Bien sûr, mais parce que ce ne sont pas des chômeurs. Parce que ce ne sont pas des chômeurs. Si vous voulez, quand vous regardez les intermittents... Ce ne sont pas des chômeurs. Mais non. Et eux disent précaires. Eux disent souvent précaires, mais ils ne sont pas du tout des précaires. D'abord, quand vous regardez des milieux dans lesquels ils sortent pas des milieux précaires. Oui. D'accord ? Quand vous voyez les quartiers où ils vivent, ils ne vivent pas dans les quartiers précaires. Hein ? Ils vivent pas dans les quartiers, ils sont pas dans les quartiers les plus bourgeois, mais ils vivent où ? Ils vivent dans les quartiers en voie de gentrification. Ils vivent à Montreuil, par exemple, à Aubervilliers. Hein ? Quand il y a les assemblées générales, elles ne sont jamais dans les quartiers populaires. Oui. Bon. Moi, j'en ai rencontré un certain nombre ils sortent de milieux où ils bénéficient de transferts financiers par leur famille, qui leur permettent d'acheter des maisons. Donc, ce ne sont pas des précaires. Et puis, ils ont fait des études, etc., etc. Si vous voulez, ils font partie, peut-être, parce que j'aime pas cette catégorie, mais elle est flottante comme ça, celle d'intello précaire. Bon, moi, je ne parle pas d'intello précaire. Il y a des catégories, beaucoup de catégories, qui sont en voie de déclassement social, si vous voulez. D'accord ? Comme les universitaires, qui sont en voie de déclassement social. C'est-à-dire par rapport à leur position où il y a 30 ans, eh bien, ils sont moins bien considérés, ils gagnent beaucoup moins d'argent, etc., etc. Beaucoup de gens ne veulent plus le faire. Regardez, pas dans le supérieur, encore que, mais dans le secondaire, ils ont le plus grand mal à recruter. Donc, à mon sens, ces catégories-là ne sont pas précaires, elles sont en voie de déclassement. Mais en même temps, effectivement, même s'ils sont que 120 000, ils ont un poids politique probablement surdimensionné. Mais pourquoi ? Parce qu'ils peuvent intervenir aux Meulières, ils peuvent bloquer des festivals. Ils ont un poids politique et médiatique. Et ils ont un poids médiatique parce que vous avez un certain nombre de gens qui sont eux-mêmes intermittents du spectacle. Oui, France Culture, par exemple, n'est pas très défavorable à l'égard des intermittents. Ils sont vraiment... parce qu'en partie, ils sont eux-mêmes intermittents du spectacle. Peut-être une dernière, parce que le mot a été prononcé au début, c'est l'auto-entrepreneuriat.
Est-ce qu'il n'est pas plus rentable finalement pour un intermittent de se tourner vers ce modèle économique Non. Non. Les droits sociaux sont bien inférieurs. Oui, oui. Les droits sociaux, c'est un peu plus de bureaucratie. Puis en plus, là, il y a des... Je sais pas si vous avez vu, il y avait un projet d'abaisser le seuil à partir duquel on rentrait des droits sociaux supplémentaires. Non. Il y en a qui le font, mais il y en a qui deviennent intermittents. Il y en a qui deviennent auto-entrepreneurs parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le régime. Là, si vous êtes intermittent et que vous faites 150 heures, vous faites auto-entrepreneur. D'accord ? Ou comme de manière encore plus dramatique, il y en a beaucoup qui étaient au RSA. Moi, à une certaine époque, je ne sais pas où ça en est, mais il y avait eu des études où le RSA, il y avait 10, en Gironde par exemple, quand je travaillais sur Bordeaux, il y avait 10, à une certaine époque, il y avait 10% des gens au RSA qui relevaient des métiers de la culture, et notamment des plasticiens par exemple. Non, si vous voulez, c'est aussi, on comprend pourquoi dans les métiers du spectacle, tout le monde y tient au régime, parce que tout le monde est gagnant. Et bon, les employeurs, etc., mais aussi évidemment les intermittents eux-mêmes. Voilà, donc on va être obligé de s'arrêter parce qu'il est déjà 9h40. Donc c'était 8h40. 8h40. Oui, 8h40, pardon. 9h moins 20. Donc c'était tout à fait passionnant. Je pense que ça vous donner envie de lire le livre, Les intermittents du spectacle. Et puis effectivement, on pourra continuer la conversation longuement, mais il faut savoir s'arrêter. Oui, tout a une fin. Voilà. Même les meilleures choses, surtout les meilleures choses. Donc merci d'être venu et puis merci d'avoir participé à cet échange.